Bonjour à tous et merci Christophe d'avoir initié ce webinaire sur les nouvelles formes de durabilité. C'est un sujet qui, à l'époque, quand on a fait le premier webinaire en octobre, était quand même pas encore aussi connu que maintenant. Et c'est ça. Hein. Et donc Christophe Niragic, tu es secrétaire fédéral en charge des cadres à la F3C. Et la F3C, donc le champ correspond au Conseil Communication Culture, hein, et il inclut les experts comptables. Le premier webinaire qui a été donné le 30 octobre a été fait en collaboration avec Sylvie Rota, qui est également, comme toi, membre de notre bureau cadre et qui vient d'Orange. Donc, on remercie aussi. Et là, on réenregistre en fait quelque chose qu'on a fait au mois d'octobre avec des légères modifications parce qu'entre-temps, la loi a évolué. Je te passe la parole, Christophe, pour l'introduction. Bonjour à tous, puis donc bienvenue à ce webinaire donc consacré aux nouvelles normes comptables RSE extra-financières. Alors, est-ce que c'est un nouvel outil au service d'une transition juste ou tu essaieras d'y répondre. Alors, on est là à peu près pour un exposé d'1 heure. Alors, c'est un sujet a priori technique, mais en fait, il importe vraiment que nous nous en emparions. Alors, nous particulièrement à la CFDT, d'une part, au regard des risques tant sociaux qu'environnementaux qui pèsent aujourd'hui sur les salariés, mais aussi pour les mandatés et pour ce qui concerne la F3C, comme tu l'as dit, il ne faut pas oublier que nous avons, nous, dans notre champ fédéral, les experts comptables qui sont directement impactés dans leur métier par ces nouvelles normes. Alors, sujet un peu technique, il va falloir juste au début bien assimiler quelques acronymes. Et puis après, je te présenterai plus amplement puisqu'on va parler de choses avec des termes un peu barbares, donc il faut un petit peu s'acculturer. Alors il faut savoir que la précédente directive européenne NFRD, Non-Financial Reporting Directive, encadrait jusqu'alors les déclarations de performance extra-financière des sociétés européennes. Elle a été remplacée donc par une nouvelle directive plus ambitieuse, notamment sur le plan environnemental, qui est la directive dite CSRD, alors Corporate Sustainability Reporting Directive, qui s'applique désormais depuis le 1er janvier 2024 et qui renforce les exigences de reporting de durabilité des sociétés au travers de normes de durabilité détaillées, les fameuses ESRS, on y reviendra aussi, European Sustainability, alors celui-là j'ai énormément de mal à le dire, Reporting Standard. Donc il faut savoir, et c'est pour ça, comme le disait Ute, qu'on reprend ce webinaire, c'est que la CSRD a été transposée en droit français par une ordonnance du 6 décembre, et on va y revenir amplement. Donc Ute, merci d'avoir répondu présente pour réaliser ce webinaire qui me tenait à cœur, parce que on a la chance d'avoir à la CFDT l'une des spécialistes sur le sujet. En tout cas, tu es la spécialiste CFDT, ça c'est une certitude. Tu es secrétaire national de la CFDT cadre et représentant de CFDT auprès du comité de reporting de durabilité de l'autorité des normes comptables. Donc tu as travaillé en tant que mandaté CFDT depuis début 2022 sur la mise en place de normes comptables de durabilité, donc c'est déjà presque une vieille histoire te concernant. Les European Sustainability Accounting Standards et la CSRD, tu y as travaillé longuement. Tu as contribué surtout à la transposition de cette directive en droit français, qui donne donc des droits supplémentaires au CSE. Alors notamment, donc depuis cette fameuse ordonnance du 6 décembre, il faut savoir qu'en l'absence d'accord collectif, les informations sur la durabilité devront être discutées lors de la consultation annuelle sur la situation économique de l'entreprise. Donc on va essayer ensemble d'explorer les principaux aspects de tout cela, de ces nouvelles normes, et notamment pour les salariés. Alors, Ute, je te laisse la parole.
Merci Christophe, merci. Donc je vais dérouler ce webinaire. En fait, pourquoi on parle de ces normes de façon un peu plus approfondie? Parce qu'en fait, elles sont quand même un outil pour la transition juste. Et on sait tous qu'on est tous concernés par cette transition, car le changement climatique n'a pas les mêmes conséquences sur tout le monde. Il exacerbe les inégalités, on le voit déjà. Ces inégalités sont liées à la décorrélation entre profit des entreprises et bénéfices sociaux et sociétaux. Et il y a une relation assez directe entre les inégalités et les problèmes sociaux. Les gilets jaunes, la révolte des banlieues, la révolte des agriculteurs ne sont que quelques exemples qui sont en fait qui s'exaspèrent en ce moment. Donc et en plus, les effets du changement climatique ont des effets directs sur les pertes dans le système financier. On va y revenir assez longuement parce que, en fait, on verra bien que les directives, y compris la CSRD, font partie d'un complexe qui est issu d'abord de la finance. Donc, comme Christophe a déjà dit, ce webinaire a déjà été donné. Donc, il va être suivi par d'autres webinaires qui vont approfondir certains aspects de la CSRD et des ESRS. Et merci d'avoir précisé de quoi il s'agit. Et donc, on va commencer avec les débuts de la RSE, parce qu'en fait, de quoi il s'agit ici? Il s'agit d'une mise en droit dur de quelque chose qui jusqu'à présent était du droit souple, ou en fait quelque chose qui était plus ou moins facultatif. Après, on va parler du pacte vert pour l'Europe et plus précisément des standards donc de reporting, et ensuite donner quand même quelques limites et quelques critiques. Donc la RSE ne date pas d'hier, elle date, en fait, on peut la faire commencer un petit peu quand on veut. Si on veut bien, on peut même commencer au Moyen-Âge, mais là on commence à 1953, parce qu'en fait les hommes se sont toujours préoccupés de la relation entre l'action des hommes, économique notamment, et la nature. Et donc on va dire, on commence dans les temps modernes quand même. 1953, Edward Bowen met en lumière ce concept avec une publication qui s'appelle La responsabilité des hommes d'affaires. Ensuite, en 1972, le fameux rapport Meadows du Club de Rome qui dit déjà que les ressources ne sont pas illimitées. Le rapport Brundtland en 1987, Notre avenir à tous, par les Nations Unies, il met en évidence encore une fois les limites de l'exploitation sans borne de l'environnement. Et ensuite, dès 1999, le Kofi Annan a initié le Pacte mondial des Nations Unies, le Global Compact, qui par exemple travaillait beaucoup par un des syndicats avec qui on travaille, c'est UNI, qui met en place en fait des accords globaux dans les grandes entreprises. En fait, il y a toute une liste qu'on peut trouver aussi sur le site de la Confédération européenne des syndicats. Je vais passer rapidement. Donc, qu'est-ce que c'est? En 2015, la COP 21, la conférence des partis sur le climat, qui se tient à Paris, débouche sur un accord qui a quand même été signé par 196 pays et qui indique qu'il faut limiter le réchauffement à 2 degrés Celsius, voire encore moins, 1,5. On est mal parti en ce moment parce que c'est quand même compliqué. On espérait faire ça à l'horizon de 2050, de la neutralité carbone. Et en 2018, la Commission européenne a lancé le cadre de la finance durable. Parce qu'en fait, pourquoi? Parce que pour assurer ce changement climatique, on s'est dit on a besoin d'argent, on a besoin de beaucoup d'argent, et donc il faut obliger l'industrie financière en fait à mettre ses sous dans ce développement, et à travers l'industrie financière, on espère obliger les entreprises à faire ce changement. Maintenant, tout ça, ça s'insère dans un cadre plus global, en fait, de normes, dont, par exemple, les objectifs de développement durable. Et Christophe, tu as une question? Alors, c'est pas tout à fait une question, c'est juste pour juste vérifier que j'ai bien tout compris. Donc, en fait, jusqu'en 2015, tu parles de 1953. On peut considérer que jusqu'à 2015, en fait,
c'est une longue montée en charge de la problématique, une prise de conscience qui est finalement assez progressive, avec quelques points d'orgue qui sont des points d'alerte, mais il se passe pas grand-chose. En fait, à partir de 2015, ça marque quand même une rupture, parce que pour la première fois, on se fixe des objectifs. Au départ assez peu contraignants, et là on voit qu'on recherche de plus en plus à avoir des éléments de plus en plus contraignants pour les acteurs économiques. C'est exactement ça. Tout à fait, tout à fait. On va de quelque chose de vraiment facultatif, et il y a beaucoup d'initiatives en fait qui cherchent à trouver des indicateurs et à quelque chose de contraignant avec la CSRD. Donc si je reviens là aux objectifs de développement durable, donc ce sont des objectifs qui interagissent en fait, qui servent aussi à construire des portefeuilles de bourse et qui sont aussi utilisés par les entreprises. D'ailleurs, en fait, c'est des États qui s'engagent, mais en fait, ce sont des entreprises après qui doivent appliquer. Mais on s'est rendu compte, il y a un rapport sur les ODD qui va sortir très prochainement par France Stratégie, et qui montre que les entreprises, bon, ils prennent, là, ils piochent un petit peu dans les 17 ce qui leur plaît, ce qui convient, ce qu'ils font déjà de toute façon. Donc, on a encore un peu de mal. Voilà. Ceci étant, ces ODD sont déjà utilisés quand on fait des études, enfin, quand on regarde comment les États en Europe appliquent ces indicateurs de responsabilité sociale des entreprises, en fait. Donc là, on voit le score ne laissait personne de côté. On voit bien que la Turquie, elle est rouge, par exemple, y compris de même que certains pays là dans le Balkan. Les pays nordiques, comme d'habitude, ils sont plutôt très avancés sur ce genre de problématiques. Et puis nous, on est vert clair, donc c'est pas génial, comme l'Allemagne aussi d'ailleurs. Enfin, c'est pas génial, mais c'est quand même pas mal. C'est mieux que l'Italie et c'est mieux que la Grande-Bretagne. Voilà. Ensuite, parlons du socle européen des droits sociaux qui s'applique en fait, l'Europe a de plus en plus a pris de plus en plus à cœur le fait d'inclure aussi le social. Au début, la Commission européenne était une organisation purement économique. Maintenant, on regarde quand même de plus en plus que le côté social ne soit pas oublié. Et donc, toutes ces normes-là ont en fait inspiré la CSRD. Donc, ensuite, en 2019, donc, on a le Pacte vert pour l'Europe, qui a été initié en fait par la Commission von der Leyen et qui, vous voyez bien en bas, il s'agit vraiment donc d'une part d'appliquer l'accord de Paris et de financer la transition. On a déjà commencé 1 an avant. Je vais revenir là-dessus. Mais là, en fait, on voit vraiment une sorte de pacte global qui prend en compte l'énergie, mobiliser l'industrie, la construction, c'est une industrie très importante, l'agriculture, les mobilités durables. En fait, tout ça, ce sont des paquets législatifs qui vont arriver de plus en plus. Tellement que en ce moment il y a une sorte de contre-pouvoir, en fait contrepoids, et là notamment les employeurs, ou enfin plutôt l'industrie a presque un peu marre d'avoir trop de législation, et en ce moment on est un peu sur un retournement de la balance qui fait que ça devient plus compliqué maintenant d'avoir en ce moment on assiste à un revirement un petit peu, alors que jusqu'en 2022 environ, la législation s'est approfondie de plus en plus. En ce moment, c'est plutôt l'inverse. Donc, mais ceci étant, là, on est encore en 2019. Il s'agit de financer la transition d'une part et laisser personne de côté. Donc, c'est exactement la transition juste. Donc, j'en ai fini avec cette introduction qui montre quand même donc cette montée en puissance de la législation ou des préoccupations pour l'environnement. Et le social, et maintenant on va revenir sur le cadre de la finance durable qui est quand même cette base pour cette CSRD pour les entreprises. Donc en 2019, la
l'Union européenne a posé les bases du cadre de la finance durable. Et elle a dit d'abord, il faut mettre en place une classification des activités selon des critères scientifiques. Et donc, chaque société doit classer ses activités selon des critères assez précis pour dire est-ce que cette activité est rentable ou pas. Donc, ce n'est pas l'entreprise en tant que telle. C'est pas, par exemple, quand on prend un grand groupe comme Michelin, c'est pas le groupe dans son entièreté, mais le groupe doit définir quels sont, par exemple, ces pneus qui sont durables ou lesquels ne le sont pas. Et pour ça, il y a des actes législatifs très très précis qui permettent donc à l'entreprise de dire voilà, ça, ce sont les critères. Ensuite, il y a des obligations d'information. Donc là, on a un règlement qui s'appelle Règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans les services dans le secteur des services financiers, la SFDR, qui s'applique depuis 2021. Et la directive, enfin la CSRD, qui est proposée en avril 2021 et qui a été mis en place, qui a été accepté donc fin 2022 et maintenant transposé en France en fin 2023. Donc après, il y a des outils aussi, des outils qui permettent de regarder si les indices de référence climatiques sont bien acceptés, et il y a une norme sur les obligations vertes européennes. Donc tout ça fait que, donc là je reprends un petit peu, tout ça fait le cadre de cette finance durable, et donc on voit qu'en fait le secteur financier a été d'abord obligé avec ce règlement SFDR ou disclosure on l'appelle aussi, donc de donner des informations sur la durabilité alors que les entreprises ne les avaient pas encore produits. Donc cette réglementation a mis en place de façon assez précipitée parce qu'il y avait cette urgence climatique. Donc pas forcément dans le bon ordre, mais on va y arriver parce que maintenant avec la CSRD forcément on est bien parti. Il y a également une proposition de directive concernant le devoir de vigilance qui va en fait aller au-delà de la directive sur les lanceurs d'alerte, qui va obliger les entreprises à donner des informations précises sur la chaîne de valeur. Et donc, ce sont vraiment des avancées énormes, mais qui en ce moment rencontrent quand même quelques résistances au niveau de la mise en place. Alors c'est toujours un petit peu le paradoxe, c'est-à-dire que pendant de longues années, les entreprises ont été relativement libres de mener la politique RSE qu'elles entendaient. Il s'est finalement pas passé grand-chose, à part un peu, voire beaucoup de greenwashing. Donc le législateur, notamment européen, reprend la main, et aujourd'hui, les mêmes ont beau jeu de dire qu'il y a une inflation normative qui pèse sur l'activité. Donc ça, c'est un vrai problème politique, et d'où l'intérêt aujourd'hui d'aller regarder un petit peu en profondeur ces normes, parce qu'il est important que le citoyen, le salarié, sache les éléments qui, pour eux, sont protecteurs dans ces normes. Parce que la norme n'est pas le problème, c'est la norme protège qui ? C'est ça la vraie question. Je crois que là, on a encore matière à débat pour de nombreuses années. Exactement, c'est toujours très bon résumé. Voilà. Donc, je vais juste finir avec ce cadre de la finance durable. Donc, en fait, donc il y avait déjà une directive. Donc, Christophe en avait parlé. C'est le reporting extra-financier de 2014 qui a été mis en place en France, transposé, par la déclaration de performance extra-financière, mais que, en fait, les entreprises, c'était pas extrêmement contraignant et ça correspondait à très peu d'entreprises que des très grandes, et donc les entreprises pouvaient raconter un petit peu ce qui leur convenait, ils pouvaient choisir les indicateurs. Donc quand on regarde ces rapports RSE qui sont très très fournis, parfois ils font 300 pages voire plus, mais c'est vraiment difficilement comparable, et donc la commission a lancé des consultations dès 2016. D'ailleurs j'y ai participé déjà pour Eurocadre par exemple, à quelques consultations où j'ai vu que il y avait beaucoup de gens de la finance qui étaient présents, donc des responsables de bourse, etc.
Et donc, 81% des participants se sont exprimés en faveur d'une meilleure comparabilité. Donc, il fallait bien réformer cette NFRD. Et donc, la NFRD est donc remplacée par la CSRD le 5 enfin c'est entré en vigueur le 5 janvier mais ça a été accepté en décembre 2022. Qu'est-ce que c'est? En fait, il y a 3 piliers de standards qui sont comparables. Il y a donc exactement des standards. Les 3 piliers, c'est des piliers ESG, environnement, social, gouvernance. Dans le E, en fait, le pavé que vous voyez là à gauche, ça reprend exactement les pavés qui sont dans la taxonomie européenne. C'est-à-dire, en fait, la taxonomie a défini 6 critères, en fait, 2 sur le changement climatique, atténuation, adaptation, 1 sur l'eau et les ressources marines, 1 sur l'économie circulaire, la prévention et le recyclage, un autre sur la pollution et un 6e sur des écosystèmes et la biodiversité. Tout ça, c'est repris par la CSRD et par les normes ensuite qui reprennent les normes donc qui reprennent quasiment cette taxonomie, mais ils ont fait de l'atténuation et adaptation du changement au changement climatique, ils ont fait une seule norme. Le social recouvre l'égalité des chances, l'égalité de rémunération, etc., la formation, le développement des compétences, les conditions de travail et des respects des droits de l'homme. Donc, respect des droits de l'homme, ce sont des conventions internationales de l'OIT, des Nations Unies, etc., de l'OCDE qu'il faut respecter et notamment dans les procédures. Et ensuite, la gouvernance. Donc, c'est la composition des organes d'administration, de surveillance, y compris regarder quels sont les salariés, les administrateurs salariés, l'éthique des affaires, donc la lutte contre la corruption, les engagements politiques des entreprises, la gestion et qualité des relations avec les partenaires commerciaux, c'est la fameuse politique d'achat, et les systèmes de contrôle interne et gestion des risques. Donc, je vais venir maintenant sur les normes de durabilité qui sont vraiment issues de cette CSRD. En fait, il faut voir en législation européenne, on a des directives ou des règlements qui donnent un cadre général, même si c'est déjà assez précis. Mais derrière, il y a des actes délégués qui précisent. Et donc, la directive, je pense qu'elle a environ 50 pages. Et ensuite, les actes délégués... Juste peut-être une précision pour nos auditeurs qui sont pas tous forcément des spécialistes, la différence entre directive et règlement. Une directive, elle fixe une orientation, elle ne s'applique pas directement, alors qu'un règlement, lui, il a force de loi dans l'ensemble des pays de l'Union européenne, c'est bien ça? Alors, la directive, en fait, elle est transposée en droit. Donc voilà, après, on a une certaine liberté dans la façon dont on le met en droit national. Alors que le règlement, il suffit de prendre son crayon, enfin de le traduire et tel quel. Voilà, il s'applique tel quel. Donc il faut insérer les différentes articles dans le droit national et puis c'est tout. Mais derrière, en fait, quand j'ai parlé des actes délégués, en fait, le règlement et la directive, ils passent par un processus parlementaire au niveau européen. C'est-à-dire, tout le monde peut en fait donner son avis là-dessus et c'est débattu ensuite par le Parlement et par le Conseil. Alors que des actes délégués sont des choses techniques, c'est-à-dire que ça passe pas par le Parlement. Mais le diable est dans le détail, donc ces actes techniques peuvent quand même avoir une sacrée influence. Et c'est pour ça que, en fait, quand on a mis en place donc les actes délégués qui sont les European Sustainability Reporting Standards, en fait, c'est pour ça qu'en France et en Allemagne, on a créé des groupes ad hoc par l'autorité des normes comptables et donc des normes, des groupes qui représentaient en fait la société. Et c'est pour ça que j'ai eu la chance de pouvoir
en faire partie pour les syndicats, parce qu'il y avait des ONG là-dedans, il y avait le MEDEF, il y avait la CEPME, il y avait évidemment les représentants des secteurs financiers et beaucoup de commissaires aux comptes en fait. Oui, voilà. Alors c'est ça que moi aussi je pense qu'il est important de souligner là, c'est que en fait ces normes elles tombent pas du ciel. C'est quand même tout un processus démocratique assez complexe qui fait intervenir des parlementaires, qui fait intervenir donc des syndicats, la société civile, qui discutent de l'ensemble de ces normes pour aboutir à un résultat. Donc en fait, le droit européen, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel, qui est décidé à Bruxelles dans les alcôves et qui s'imposerait ensuite aux populations européennes. C'est bien quelque chose qui fait l'objet de débats, de discussions, qui sont d'ailleurs complètement transparents puisqu'on a accès au rapport. Exactement. Et puis il y a beaucoup de discussions qui se passent même sur Internet, qu'on peut suivre directement. Et non, en fait, c'est tout à fait ça. Et il faut bien comprendre ça. Et même une fois que la législation est en place, on peut, en fait, elle est revue régulièrement parce que les directives ou les règlements, ils prévoient en général une révision au bout de quelques années. Ce qui se passe, par exemple, en ce moment avec la SFRD. Non, SFDR. C'est vraiment parce qu'en fait, on s'est rendu compte que la façon dont elle est utilisée n'est pas très pratique, n'est pas très lisible pour le public. Là, il s'agit par exemple de regarder les fonds d'investissement. Et donc il y a une révision énorme qui est en cours en ce moment. Il se peut aussi que dans ces ESRS, si on se rend compte que c'est extrêmement difficile à appliquer, qu'il y aurait des changements. Parce que je vois que côté entreprise notamment, il y a une peur énorme de dire mais comment on va faire, etc. Et on se casse déjà la tête parce que les 270 pages là qui sont sorties, donc, ils sont illisibles pour des entreprises qui sont concernées souvent. Et donc on fait des guides d'application et même quand on fait ces guides d'application, on s'est dit mais comment faire, quelle est vraiment l'interprétation, c'est pas évident. Donc il faut voir aussi après quand on aura les premières données, ça peut changer. Mais je vais revenir parce que là on avance un petit peu voilà. Donc en fait ces normes, ils sont pas sortis du complètement. Enfin d'une part, il y a un processus démocratique, mais d'autre part en fait il y a beaucoup de normes qui ont été créées avant, les ISO 26000, il y a des normes du Global Compact, il y a les ODD dont on a parlé là, les Sustainable Development Goals, il y a les principes sur OCDE sur la conduite des affaires, il y a des normes issues des banques centrales. Ensuite, les normes IFRS, en fait, il y a des normes qui ont la double matérialité dont on va parler plus tard et des normes qui sont uniquement sur le côté financier. Donc, et tout ça, en fait, c'est évidemment infaisable d'utiliser tout ça en même temps. Et donc, c'est pour ça que les normes européennes, ils ont pris en compte tout ce travail qui a été fait avant. Et donc, moi, je suis toujours en admiration énorme devant les gens qui, la European EFRAG, donc c'est European Financial Reporting Advisory Group, qui ont travaillé là-dessus parce qu'ils ont pris en compte à la fois donc les 4 normes dont j'ai parlé qui sont là en haut à gauche, la SFDR, la taxonomie, les benchmarks, et puis d'autres dont j'ai pas parlé, la directive sur les lanceurs d'alerte, et ensuite toutes ces normes en fait issues d'une préoccupation sur les droits humains, donc les principes de développement durable des Nations Unies, le Global Compact, etc., les principes de l'OCDE, voilà, et évidemment aussi les principes du Bureau international du travail. Donc tout ça c'est pris en compte par les gens qui ont développé les normes européennes. Et donc, pour développer ces normes, la Commission a demandé en 2020, donc le European Financial Reporting Advisory Group, de développer les standards. Et le premier groupe des normes a été publié en novembre 2002.
et on a commenté les normes en août 2022. Les premiers sont sortis en novembre 2022. Ils ont été sacrément réduits par un lobbying donc au niveau de la Commission européenne. Et ensuite, finalement, ils ont été publiés au journal officiel de la Commission européenne le 22 décembre 2023. Donc, tout juste bon pour être applicable à partir de cette année. Donc, on aura les premières normes en 2025. Maintenant, qu'est-ce que c'est? En fait, de quoi il s'agit? Donc, il s'agit d'une part des normes, des principes généraux qui disent comment il faut établir le rapport, comment faire des analyses de matérialité, je vais y revenir, de dire en fait qu'est-ce qui est important dans ces normes ou pas, et des informations générales qui sont vraiment obligatoires. Ensuite, la norme sur le changement climatique est obligatoire, mais toutes les autres, on va regarder si c'est vraiment important pour la société ou pas. Par exemple, l'eau et les ressources marines, on peut croire que pour une entreprise qui est dans un champ, Capgemini par exemple, c'est pas super important, je pense. Ils vont pas polluer les eaux a priori, hein. Donc eux, ils peuvent dire, dans mon reporting, la ESRS E3, je peux ne pas en mettre des tartines. Oui. C'est ça. Voilà. Donc on retrouve donc les 5 normes de la taxonomie en fait. Ensuite, dans les normes sociaux, on trouve 4 normes, mais la 4e, ça concerne les consommateurs. C'est un droit complètement différent en fait des droits sociaux, donc mais quand même c'est la chaîne de valeur en fait qu'on retrouve là sur les pavés roses. Chaîne de valeur en amont et en aval, hein, parce que on parle chaîne de valeur et les communautés affectées, donc c'est un peu les parties prenantes quand même. Et la norme G1 qui est la gouvernance, qui est beaucoup aussi déjà beaucoup de données sur la gouvernance sont déjà dans les obligations générales. Je voudrais aussi dire que les normes S, donc que j'ai été en charge du groupe qui commentait ces normes S. Ces normes S ont rencontré énormément de résistance, ce qui était très étonnant parce qu'en France, on a le bilan social depuis 1977 et on pourrait croire que on est très bon en fait en reporting social, mais bizarrement pour les entreprises, ça avait l'air d'être insurmontable. Ils disaient tout le temps c'est pas comparable, on peut pas comparer, c'est difficile, tout est différent en législation sociale. Ils ont pas tort, tout est différent en législation sociale. Ceci étant, des normes, des comparaisons européennes existent. Il y a une agence européenne qui s'appelle Eurofound qui travaille sur les conditions de travail et qui édite régulièrement. Je vous invite à aller sur leur site. Ils font des tonnes de rapports sur les conditions de travail en Europe où on peut justement se comparer. C'est ça qui est pris, par exemple, quand on parle des assises du travail où on dit la France est assez mauvais. Mais en termes de conditions de travail, notamment sur les risques professionnels, on établit des comparaisons, mais on pourrait parler d'égalité pro, qui fait partie des normes, cette question-là, qui fait partie du socle d'ailleurs européen des droits sociaux. On peut parfaitement établir des comparaisons entre pays européens, il y a aucun souci. Voilà, Eurostat font la même chose d'ailleurs. Oui. Alors, ce qu'il faut dire aussi peut-être ici, sur notamment les normes environnementales, c'est que il ne faut pas perdre de vue que ce reporting extra-financier, il est à destination des investisseurs. Donc aussi, ce qui peut gêner les entreprises là, c'est d'être cotées sur le risque de transition qui pèse sur elles. C'est-à-dire que si elles ne s'adaptent pas au changement climatique, elles risquent de perdre de leur valeur, puisqu'il y a un risque pour elles tout simplement de péricliter suite à des évolutions législatives qui seront inévitables ou à des ressources qui se seront totalement taries. On a depuis aujourd'hui le scandale de l'eau, des eaux minérales. Voilà typiquement un risque de transition pour des entreprises qui ont manifestement mal géré la situation, si ce n'est à chercher justement à manipuler les normes. Exactement, c'est exactement ça. Mais ils sont, en fait, tu dis, c'est les investisseurs financiers, mais ce sont aussi les ONG qui font quand même pas mal de grabuge. Parfois, on pense à Total, par exemple. Donc, ils sont utilisés, justement, ils peuvent être utilisés par un peu tout le monde, y compris nous d'ailleurs.
Et donc, et nous, c'est ça. Nous sommes un lobby, enfin un syndicat. Nous sommes une partie prenante. Nous sommes partie prenante, mais on peut aussi se considérer, on défend nous un intérêt particulier qui est celui des salariés. Exactement, c'est ça. D'où l'importance pour nous de s'emparer de ces normes-là, qui sont disponibles sur Internet pour tout le monde. Hein. Pas besoin de nous donner des données spécifiques, hein, mais ils sont déjà là, ils sont là. Donc, à qui s'applique-t-il? Alors, à toutes les entreprises qui ont plus de 250 salariés, qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros et un total bilan supérieur à 25 millions d'euros. Alors, et après, il s'applique aussi pour des entreprises qui ont leur siège social hors Europe, avec un chiffre d'affaires bien plus important, 150 millions d'euros. Ce sera mis en place progressivement. Il y aura également des normes pour les PME. Et a priori, en fait, on passe de la DPEF, enfin la NFRD, la norme d'avant. Il y a environ 11 000 entreprises, il me semble. Voilà, et maintenant, 50 000, ceci étant, avec le diable est dans le détail, et là, justement, on verra. En fait, au début, quand la CSRD a été mise en place, le chiffre d'affaires était 40 millions et le total bilan 20 millions. Et donc, avec ce petit rehaussement, on nous a expliqué, oui, c'est normal parce que, en fait, ça vient de la directive comptabilité. Et on nous a dit, oui, pendant 10 ans, on a gardé le même chiffre d'affaires pour définir les grandes entreprises. Il faut bien, avec l'inflation et tout, qu'on augmente un peu. Et hop, exit de 6 000 entreprises. Donc, c'est quand même bien, hein, pour les entreprises. Et c'était bien argumenté. Oui, c'était vraiment bien argumenté. Mais on voit donc les résistantes, hein, qui utilisent tous les moyens, et comme ils connaissent souvent mieux que nous, ça passe. Bon, après, on peut dire l'inflation, ils ont probablement quand même raison. Voilà. Donc, les standards transverses ESRS 1 et ESRS 2, ils indiquent donc la structure générale et la chaîne de valeur, les implications des parties prenantes, ça c'est très important pour nous, et cette fameuse double matérialité. Et en plus, il montre bien qu'il faut imbriquer le financier et l'extra-financier. C'est-à-dire que c'est pas un où je raconte, voilà, j'ai fait des pertes, machin, et l'autre, tout va bien, Madame la Marquise, la pelouse est verte, on a plein d'abeilles, etc. Donc, voilà. Double matérialité, tu peux rappeler de ce... Ah non, je vais en parler après. Ah, tu vas en reparler spécifiquement après. Oui. Et donc, les ESRS 2, ils indiquent les devoirs de reporting transsectoriels et obligatoires. Donc, sur la gouvernance, la stratégie, les impacts, risques et opportunités, et objectifs et mesures, ce sont vraiment les données chiffrées après qui sont là. Par exemple, combien d'employés ils ont, voilà, hommes et femmes, voilà. C'est vraiment des indications de base où il faut pas faire une analyse de matérialité, justement. Donc, cette double matérialité, c'est que d'une part, en fait, l'entreprise exploite des ressources, etc. Elle a des impacts. Enfin, il y a des choses de l'extérieur qui l'impactent. Donc, et qui peuvent poser des problèmes, poser des pertes, etc. Par exemple, s'il y a une énorme pollution et ça enfreint une loi écologique qui existe déjà, enfin de protection de l'environnement, ça va coûter à l'entreprise. Mais d'un autre côté, donc ça coûte à l'entreprise, mais il y a aussi un impact socio-environnemental, donc sur par exemple si une entreprise a subi un désastre naturel, donc l'entreprise ne fonctionne plus, du coup il y a un chômage technique. Donc ça impacte directement sur le social dans ce cas-là, où il y a aussi éventuellement un autre impact environnemental. Donc ça, il faut en tenir compte et il faut mettre ensemble les deux. Donc la perte économique d'un côté et expliquer le désastre par exemple et la relation avec l'impact écologique ou social. Donc ça c'est cette double matérialité. Ensuite, cette double matérialité, normalement... Donc, en fait, c'est le dommage environnemental d'un côté et le dommage financier de l'autre. Oui, dommage environnemental ou social aussi. Oui, hein, les deux. Environnemental ou social et le dommage économique. D'ailleurs, le scandale de l'eau qui vient d'apparaître aujourd'hui, on est exactement dans ce schéma-là. C'est-à-dire qu'il y a bien une pollution. Il y a une pollution au départ, puisque, en fait, la filtration des eaux minérales pratiquée par des marchands d'eau en bouteille
elle est liée à des pollutions aux pesticides pour l'essentiel. Donc on retrouve là, pas que d'ailleurs, et donc on retrouve là effectivement cette double matérialité, et ça pourrait se traduire pour ces entreprises-là par de graves pertes financières. Oui, et aussi pour les salariés, il y a des conséquences parce qu'ils sont quand même en train de réfléchir à licencier. Donc il y a vraiment les deux là-dedans, et c'est là où on voit en fait cette transition où on dit il faut absolument lier l'écologie, la finance et l'économie. C'est vraiment l'exemple, effectivement, c'est un très bon exemple. Et en fait, pour définir ce qui est important pour l'entreprise, normalement, il faut impliquer les parties prenantes. Alors, les parties prenantes, c'est vraiment à la fois les parties prenantes internes qui sont en vert, là, dirigeants, collaborateurs, les syndicats, mais aussi ceux qui sont à l'extérieur, donc qui utilisent après les données qui sont fournies par ces normes. C'est les communautés locales, les pouvoirs publics, les clients, les fournisseurs et les actionnaires. Et effectivement les ONG. Quand j'écoute des banques maintenant, quand ils expliquent parce que maintenant les grandes entreprises font beaucoup de communication envers ces parties prenantes, et notamment ils parlent beaucoup avec les ONG. Donc pour eux c'est très important parce qu'il y a des risques pas seulement financiers, pas seulement écologiques, pas seulement sociaux, mais des risques de réputation qui ensuite peuvent être très chers. Parce que on voit ça par exemple avec Orpea. Tout le secteur des EHPAD a du mal maintenant à trouver des financements parce que les gens se sont dit c'est un secteur pourri. Alors qu'on pourrait croire que c'est un secteur de l'économie sociale qui est social justement. Apparemment pas en interne. Enfin voilà, difficile. Ça éclabousse, y compris éventuellement les opérateurs vertueux. Il y en a quand même, heureusement. Exactement. Donc ces parties prenantes définissent en fait ce qui est important ou pas pour l'entreprise, et ça va définir quelles sont les données qui sont fournies après à tout le monde, donc qui sont publiées. Et là-dedans, vraiment, nous avons intérêt à y être. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut revendiquer en interne. La consultation formelle des parties prenantes n'est cependant pas obligatoire. Le dialogue avec les parties prenantes est en revanche encouragé, dans la mesure où il permet de faciliter la compréhension avec l'entreprise et des intérêts et points de vue des principales parties prenantes liées à la stratégie et son modèle d'affaires. Voilà. Donc, en fait, là, c'est pas obligatoire. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont dire, on peut s'en passer. D'ailleurs, quand on va dans les grandes entreprises, et déjà, par rapport au devoir de vigilance avant, il y avait une consultation des parties prenantes. Mais quand on demandait les syndicats, en général, non, ils n'étaient pas au courant qu'ils étaient pris en compte. Donc, il faut vraiment qu'on revendique ça. C'est vraiment quelque chose qui, pour nous, est essentiel. Et qui nous donne aussi ensuite des moyens donc d'agir sur les chiffres et de négocier. Oui, et puis d'ailleurs même dans une perspective de protection des emplois, ça peut être extrêmement important que les parties prenantes soient associées. Je repense à cette affaire de l'eau, des eaux minérales en bouteille. On pourrait jeter l'opprobre sur les industriels. Qui ont effectivement mis en place des systèmes de filtrage, de traitement d'eau minérale qui normalement devraient leur faire perdre le label d'eau minérale. Mais s'ils ont été amenés à le faire, c'est parce qu'il y avait des pollutions préexistantes. Et on peut s'interroger pourquoi les pollutions. Et nous, partenaires sociaux, on peut aussi les dénoncer, puisque en fait ces pollutions sont peut-être, elles, responsables des pertes d'emplois à venir. Alors, qui est responsable ? Eh bien, peut-être des gens qui n'ont pas respecté justement, par exemple, les normes d'épandage, ou un État qui a été trop laxiste. Collectivité locale peut-être aussi. Les collectivités locales aussi. Donc, en fait, il y a quand même une responsabilité collective qui va au-delà des industriels. En fait. Exactement. Et donc, il est important que les parties prenantes puissent, elles, avoir l'ensemble des éléments pour pouvoir après étayer leur jugement ou leur opinion. C'est totalement ça. Et en plus, Christophe, on va justement parler de la pollution plus tard. C'est pas encore très, on va vraiment devoir être un des précurseurs à parler de ça. Mais par exemple, cette pollution, il est assez probable que les salariés le savaient.
par exemple chez Volkswagen, à l'époque où ils ont fait des émissions, enfin où ils ont pas du tout respecté les règles pour dans leur pot d'échappement là, quand et ça les salariés le savaient, mais c'était en fait les salariés avaient peur de le dire. Et donc là, quand il y avait des normes, quand il y a des normes comme ça, quand il y a un non-respect de normes, souvent ça se fait en interne. Et c'est là où on a aussi un rôle à jouer après. Et ça, il faut le voir. Et on peut utiliser le droit existant déjà pour faire ça. Mais c'est Ça va important faire. de regarder en face plutôt que là d'être face à l'abîme. C'est parce que des solutions existent. Si je reprends mon exemple, il y a certaines entreprises qui ont soit acheté des terrains agricoles autour pour éviter qu'il y ait des pollutions, soit qui ont proposé des partenariats avec les agriculteurs et qui ont fonctionné. Et tout à fait. des sociétés pour lesquelles, au bout du compte, il n'y a pas de problème. Parfois, un peu plus de transparence ne nuirait pas, quoi, pour éviter ces écueils. Exactement. Juste pour aller sur la double matérialité à nouveau. Donc là, vous voyez l'analyse des matérialités, d'importance en fait, qu'est-ce qui est important pour la Poste, pour ce qui est l'impact ESG et l'impact financier. On voit que le climat est tout en haut, en haut à droite, en vert, et la confiance numérique, les systèmes d'information, c'est quelque chose qui eux ils ont mis dans le G, c'est vraiment, c'est aussi quelque chose d'important. Et ensuite, tout ce qui est S est plutôt dans le bleu, donc réglementation éthique, etc. Voilà, donc on voit bien que cette analyse de matérialité est importante. Il est important aussi qu'on soit associé à cela. Ensuite, les normes E1 à 5, j'en ai déjà parlé, donc ce sont les standards environnementaux. On va faire un webinaire basé sur ça uniquement dans un prochain temps. Et d'abord, en fait, surtout sur le E1. Et comme on vient de parler de pollution, justement, ça va aussi être quelque chose sur lequel on peut agir pas mal. Et l'économie circulaire aussi. Ensuite, les normes sociales. Alors, il y a 4 normes. Vous pouvez consulter les slides après. En fait, la norme qui est tout à fait à gauche, c'est celle qui est le plus utilisée, enfin le plus développée, parce que les autres sont quasiment que des narratifs en fait où on décrit la stratégie. Et donc, elle concerne d'une part une explication des politiques, des intérêts et opinions des parties prenantes. Donc de toute façon on doit être pris en compte parce que les normes sociales concernent les salariés et les personnes qui sont directement sous le contrôle qui sont auto-entrepreneurs ou intérimaires. Donc, ça veut dire que de toute façon, les intérêts et opinions des salariés ou aussi des syndicats devront être pris en compte. Ensuite, il y a des politiques et des engagements avec les effectifs de l'employeur, les canaux d'alerte, les actions sur les impacts importants. Et ensuite, on commence par les chiffres vraiment avec le S1, 6 caractéristiques des employés propres. Donc là, on commence à avoir des chiffres. Il y a des choses sur le dialogue social, la diversité, la rémunération adéquate, les différences de rémunération hommes-femmes, mais aussi plus élevées, moins élevées, la formation, le handicap. Enfin, on a quasiment les données de notre bilan social. Sauf que là, il y a une petite différence, c'est que le bilan social en France, il est obligatoire à partir de 300 employés. Et ici, c'est obligatoire à partir de 250. Donc nous, on pourrait demander à l'État de baisser le bilan social à 250. Et comme ça, on aurait une harmonisation. On ferait avancer un peu le schmilblick parce que la différence entre les législations, c'est que ça pose quand même un peu problème. Donc, le concept de l'effectif de l'employeur, c'est quelque chose qui est un peu nouveau parce que du coup, il faut impliquer aussi les personnes qui sont soit
auto-entrepreneurs, soit ceux qui sont pris en compte par des agences intérim. En revanche, par exemple, des sous-traitants, et je donne l'exemple de la banque, on a beaucoup de sous-traitants informatiques, ils sont pas vraiment dedans, alors que la norme du Global Reporting Initiative, qui était la première norme qui a fait un reporting social qui est déjà appliqué par certaines entreprises, elle pensait prendre ça en compte. En même temps, c'est difficile parce que si dans une banque, par exemple, on prend en compte les informaticiens, pourquoi pas ne prendre en compte aussi les gens qui travaillent dans la cantine ou les gens qui travaillent pour le nettoyage. Ce sont des choses qui sont en général externalisées. Donc, du coup, les normes européennes ont préféré de mettre ça en place. La conduite des affaires, ça concerne vraiment la culture d'entreprise, les rôles des conseils d'administration, du management. Est-ce que le conseil d'administration est assez formé? Les relations avec les fournisseurs, donc les politiques d'achat, les politiques anticorruption, lobbying, la protection des lanceurs d'alerte, mais qui est aussi déjà couverte aussi par les normes sociales, et puis des politiques de paiement. Et j'en ai fini en fait avec la présentation. Maintenant, on va arriver sur peut-être les limites, les critiques qu'on peut avoir. Déjà, merci pour cette présentation. Alors effectivement, les limites, aussi complètes soient ces normes et aussi techniques soit le dossier, j'ai envie de te demander qu'est-ce qui va faire aujourd'hui que ça va mieux réussir qu'hier. D'abord, déjà, qui va utiliser ces normes? Ouais. Alors, on a déjà un petit peu dit tout à l'heure. Oui, tout à fait. Alors, oui, en fait, est-ce que ça va être mieux? On va le savoir en 2025, parce que est-ce que ça fait vraiment un changement? Est-ce que ça... Oui, donc là, en fait, si j'ai bien compris, là, ça s'applique au 1er janvier, mais en fait, les premiers reporting extra-financiers qui devront respecter ces normes ne seront publiés que début 2025. Forcément, parce que c'est l'année 2024 qui est... 2025. Oui, c'est le moment où les comptes sont publiés en fait. Exactement. Donc voilà. Et donc qui va l'utiliser? En fait, dans un premier temps, ce sont des investisseurs. Et du coup, en fait, je reviens à ta question. Est-ce que comment ça va être utilisé? Les investisseurs, en fait, c'était nos meilleurs associés en fait quand on a, parce que les normes sociales, tu te rappelles, en fait, j'ai dit, ils étaient extrêmement challengés, alors que les normes écologiques, ils sont plus acceptés parce que il y a une telle pression que on était obligés. Alors que les normes sociales, bien que nous on les a, en Allemagne par exemple, ils ont pas. Donc les employeurs allemands, ils étaient pas contents parce que du coup, on va publier des données qui pour l'instant en France, était en interne seulement. Donc, ça peut quand même montrer que, ça peut, est-ce que, pour des jeunes, est-ce que j'ai envie de travailler pour cette entreprise ou pas? Ça détermine ça. Mais pour les investisseurs, en fait, ils n'arrêtent pas de demander quand même d'autres données que ces données qui sont normées de la CSRD. Donc déjà, il y a des groupes de réflexion en cours qui disent, est-ce que dans le social, on pourrait pas imaginer d'autres choses? Et ils utilisent aussi déjà d'autres données, comme il y a des indicateurs d'implication, par exemple, qui sont utilisés dans des entreprises, qui sont une sorte de fourre-tout où les employés doivent donner dire ce qu'ils pensent de leur employeur, est-ce qu'ils sont bien dans leur peau, etc. Mais qui ne sont pas du tout des données issues du droit social, par exemple. Donc, déjà, les investisseurs, ils utilisent aussi d'autres données. Pour les superviseurs, ça pourrait aider à mettre en place des politiques anti-greenwashing. Parce que comme c'est des données normées, on peut aussi regarder plus est-ce que c'est respecté ou pas. Mais elles sont aussi, les superviseurs, là je pense beaucoup à la finance en fait, ils sont aussi confrontés au fait que la construction d'un fonds d'investissement social ouvert, il utilise plein d'autres facteurs et puis après il peut dire voilà,
je prends aussi en compte le label machin, qui a d'autres critères. Je prends en compte les ODD numéro 3 et numéro 7. Et donc, voilà. Donc ça, tout ça, c'est quand même une complexité qui est inhérente au système financier. Ensuite, les organisations non gouvernementales, ils utilisent ça à fond. Ils le font déjà depuis quelques années. Donc, c'est eux qui frappent à la porte donc de BNP, enfin qui mettent au pilori toutes ces entreprises et qui du coup sont extrêmement écoutées par ces entreprises aussi qui doivent mettre en place des systèmes pour discuter avec ces ONG. Mais là, pareil, information normée et obligatoire, donc il y a plus de poids éventuellement pour. Et ensuite, évidemment pour les syndicats, on peut se baser sur ces données pour enfin tout ce qui concerne en fait nos prérogatives qui sont déjà là. Moi j'ai mis là les politiques de formation, santé et sécurité. En fait, ce sont des choses qu'on a déjà, qu'on utilise déjà, mais on peut, comme c'est en fait les données, elles sont au niveau consolidé. Mais du coup, on peut regarder si on travaille dans une filiale très importante et les données consolidées sont très différentes, on peut interroger, on peut avoir des informations complémentaires qui nous permettent de mieux négocier. On peut aussi avoir des informations plus faciles sur les concurrents. Donc, ça nous permet vraiment d'améliorer nos capacités de négociation. Mais il faut savoir que pour nous, en fait, les données sociales ne sont pas spécialement nouvelles. Ce qui est nouveau, peut-être, c'est toutes ces paragraphes sur la stratégie qu'on n'avait pas en narratif, en fait. Il y a beaucoup de narratifs, mais là, je me demande un peu si ces narratifs qui sont quand même les différences entre en fait, c'est les 4 premières normes, et notamment 3. Les différences sont pas évidentes. Il faut vraiment aller dans les normes elles-mêmes et se dire, mais qu'est-ce qu'on veut dire là? Peut-être ça changera parce que c'est vraiment énorme ce que les entreprises doivent raconter comme histoire, en fait. Oui, il y a aussi un risque finalement, dans les limites qu'on pourrait dire, c'est de ce qu'Alain Supiot appelait la gouvernance par les nombres. Et donc, quand on a effectivement une inflation de chiffres, il va falloir aussi de plus en plus de spécialistes pour les analyser et les rendre intelligibles. Qu'est-ce qu'on a voulu dire finalement? Et ça risque même, de ce point de vue-là, de créer une certaine opacité. Ah, mais complètement. Mais là, tu as vraiment mis le doigt sur un problème extrêmement important parce que, effectivement, est-ce qu'on sera noyé par les chiffres, et les jobs qui sont créés? Est-ce que, en fait, est-ce que ça va nous poser une charge de travail supplémentaire parce que ce sont quand même des postes qui ne sont pas rentables directement. C'est des charges administratives en plus. Est-ce que ça nous sert? Après, effectivement, enfin, c'est vraiment la limite, la problématique. Mais il faut vraiment garder en tête qu'il s'agit d'une information et pas d'une obligation de faire. Donc, d'où la peur de ce déluge, mais il y a quand même une action qui en découle et là on peut vraiment espérer que le fait de pouvoir être comparé à tout moment, de pouvoir, on est vraiment, enfin ces données sont publiques. Et du coup, est-ce que les entreprises n'ont pas envie de faire du coup? Par exemple, l'entreprise où je travaille, ils ont dit, on exporte par exemple les congés parentalité dans toutes nos filiales, notamment aux États-Unis où ces droits n'existent pas, ou pareil pour les politiques de handicap par exemple ou certaines politiques de formation qui du coup couvrent tout le groupe alors que dans les pays où ils sont sont pas forcément obligatoires. C'est-à-dire qu'en fait, à partir de l'Europe, on va aussi créer une sorte de cercle vertueux. Enfin, si on pense aux bonnes choses de ce reporting, par rapport aux autres pays, on va exporter en fait notre droit. Oui, c'est une façon d'exporter les normes européennes en fait. C'est-à-dire que on peut dire que l'Europe est une puissance normative, c'est-à-dire que quelque part, elle impose entre guillemets, mais en tout cas au travers pour l'accès à son marché, elle impose quand même les standards de son marché. Il faut espérer parce que derrière, on a quand même ces normes internationales qui ne couvrent que l'aspect financier, qui pour l'instant ne sont que les normes
environnementales, mais les normes sociales sont en préparation. Donc, on verra ce que ça donne, parce que c'est vrai qu'il y a quand même toujours cette concurrence entre les différents normateurs, parce que qui dit norme dit aussi accès au marché ou non-accès, justement, ou manque de compétitivité, parce que si on a trop de normes, on peut aussi ne pas être compétitif. C'est un argument qu'utilisent les... actuel sur effectivement Exactement. le soi-disant choc de simplicité, de simplification, mais pour simplifier quoi et dans quel but? Et là, effectivement, il est tout à fait néanmoins légitime d'interroger la pertinence des normes, c'est-à-dire de les évaluer au regard des objectifs qu'elles poursuivent. Voilà, exact. Bah, écoute, merci beaucoup, Ute. Donc, merci à toi. Je vais conclure quand même pour rappeler ce que la CFDT attend de tout cela, parce que nous, partenaires sociaux, eh bien, c'est notre rôle d'anticiper ces évolutions, et d'imaginer de nouvelles actions pour les salariés, que ce soit au niveau européen, au niveau des branches professionnelles, mais aussi au niveau des entreprises. Là, je pense en particulier aux instances représentatives du personnel, dans les conseils d'administration, qui peuvent jouer un rôle. Dans les CSE, on l'a dit, parce que ça pourrait être, par exemple, l'occasion de pousser à la création de commissions RSE au sein des CSE, comme d'ailleurs le préconise la loi climat et résilience. Mais c'est encore quelque chose d'embryonnaire, mais à charge pour nous de nous en emparer, justement. Donc, la CFDT, en particulier la CFDT cadre, elle prend déjà la mesure de cette évolution sociétale majeure, puisqu'elle est signataire notamment de l'ANI du 11 avril 2023 sur la transition écologique et le dialogue social. Donc c'est quand même des choses qui sont importantes et qui donnent des pistes pour mieux organiser en fait le dialogue social autour de ces questions. Voilà, donc encore merci à toi, merci à tous ceux qui ont participé à la création de ce webinaire. Je pense notamment à Sylvie qui, encore une fois, ne pouvait pas être là pour ce deuxième enregistrement. Et puis à très bientôt, je crois, puisque tu as prévu une suite. Oui, tout à fait. On a prévu une série CSRD. J'espère que ça va attirer un peu de monde. Oui. Voilà. Merci Christophe. À très bientôt alors. À bientôt.